Bonjour à tous. Si j'ai souhaité faire partie de l'IAC, c'est avec l'espoir de contribuer à nourrir une réflexion vers des pratiques éclairées et responsables, en particulier lorsque nous sommes enseignants. Et je remercie les organisateurs du congrès de me donner cette opportunité. Lorsque je compare l'activité d'un artiste céramiste qui travaille seul aujourd'hui avec la division du travail dans les manufactures, leurs conditions de travail n'ont plus grand-chose en commun. L'arrivée des fours électriques programmables miniaturisés a changé la façon de pratiquer la céramique pour beaucoup d'entre nous. Alors pourquoi ce titre? Eh bien parce qu'en ce début du XXIe siècle, nous sommes encore loin de connaître tous les mystères de la chimie des hautes températures. La somme de connaissances acquises nous permet certes de mettre en place de nombreux outils prédictifs, mais le comportement de certaines combinaisons d'éléments entre eux, je pense notamment aux métaux, reste incertain, tant les interactions sont nombreuses. Et malheureusement, trop nombreux sont les céramistes peu ou mal informés qui se glorifient de jouer aux apprentis sorciers au risque de se détruire la santé à petit feu. Mon exposé va traiter de la santé, de l'environnement, de la méconnaissance de la chaîne d'approvisionnement de nos matières premières et de l'omerta qui règne. Je terminerai en parlant de la nouvelle approche que certains appellent céramique verte. Mais je voudrais commencer par rendre hommage à quelques amis ou connaissances. Je ne citerai pas ceux qui sont partis à un âge considéré comme normal, mais de céramistes qui sont décédés entre 45 et 59 ans. Wim Hof, 53 ans. Anita Eubens, 59 ans. Roslan Maud, décédée à 55 ans. Nano Ryu, elle avait 50 ans. Joël Nugier, seulement 45 ans. Anchuli Amfaisri, 50 ans. Et je suis certaine que chacun de nous ici peut allonger cette liste. Alors ces décès prématurés sont-ils représentatifs par rapport à la population globale? Le lien entre les conditions de travail et la fréquence de certaines maladies est avéré. Alors bien sûr, se préoccuper de santé au travail est récent. Le scandale de l'amiante y a d'ailleurs contribué. Mais le regard porté sur les aspects sanitaires et sur la prévention varie très fort selon le niveau de vie et la culture. Et pourtant, quel que soit notre continent d'origine, nous avons tous un même corps physique, éphémère et fragile. Alors bien sûr, les sensibilités individuelles sont variables, mais la culture dans laquelle nous vivons induit des croyances différentes quant au risque, même si ce risque est prouvé par des études scientifiques. Et nous, en tant qu'enseignants, est-ce que nous préférons fermer les yeux et taire les aspects sanitaires de notre métier, contribuant ainsi à une forme d'omerta? Ici, nous pouvons devenir influenceurs. En enseignant pourquoi, de quoi et comment se protéger, entre autres en insistant sur la nécessité du port des équipements de protection individuelle, mais aussi sur le nécessaire étiquetage avec les mentions de sécurité, et en insistant bien sur le fait que ces mentions concernent uniquement la dangerosité lors de la manipulation. Les dangers lors de la combustion ne doivent jamais être mentionnés, même sur les fiches de sécurité, et même s'il s'agit d'émaux ou de glaçures qui sont par essence destinés à une cuisson. La réglementation est ainsi faite. Pour moi, expliquer l'origine et la formation des argiles est une chose. Après, quand on va ou quand nos élèves vont dans un magasin de fournitures pour céramistes et qu'ils achètent des matières premières sans vraiment les connaître, eh bien, je m'estime responsable. Et je pense que nous pouvons faire le choix de leur expliquer d'où viennent ces matières. Parce que si nous ne le faisons pas, je vois pas très bien qui peut le faire. Par exemple, un point important d'après moi, c'est de faire connaître qu'il y a une différence importante entre les matières qui sont extraites de carrières ou celles qui sont extraites de mines. Mais quand je demande s'ils connaissent la différence entre une mine ou une carrière, ils me répondent que les unes sont à ciel ouvert et que les autres sont souterraines. Ce qui est faux, car une mine, tout comme une carrière, peuvent aussi bien être souterraines qu'à ciel ouvert. Là, je vous montre 2 carrières, une souterraine, une à ciel ouvert. Ce qui les distingue, c'est la nature de ce qu'on y extrait, et donc le traitement qu'on va appliquer à ce qui est extrait. Dans les carrières, on va extraire du kaolin, de la craie, du talc, de la dolomie, des argiles également. Et dans ce cas, pour nos matières premières, un traitement mécanique de broyage suffit. Par contre, pour les minerais ou les métaux,
comme le cobalt, le cuivre, le nickel, etc., eh bien, ils sont extraits dans des mines. Et ça, c'est une toute autre histoire. Lors de l'extraction, les métaux sont contenus dans des roches, en quantité parfois faible. Après broyage, on trie les roches métallifères et les roches stériles. Ces stériles, il faut savoir que ça représente parfois des volumes importants avec des conséquences lourdes. Ici, je vous montre le cas de l'extraction du nickel en Nouvelle-Calédonie. Mais après extraction, des processus de concentration et de raffinage sont nécessaires pour obtenir au final les métaux. Et ces process sont réalisés dans de grosses unités industrielles qui relèvent de l'industrie chimique lourde. Dans ces process, on utilise des acides forts comme l'acide cyanhydrique, l'acide sulfurique, l'acide chlorhydrique, etc. Et ensuite, ces acides doivent être neutralisés. Et ça représente des volumes énormes. Le problème de la neutralisation des acides, le rejet des roches stériles, la contamination de l'environnement par des poussières de métaux et l'imperméabilisation des sols, ce sont des problèmes récurrents, quelle que soit l'exploitation minière. J'observe que la majorité des céramistes n'est pas au courant de ces process, à moins d'avoir un membre de la famille qui est géologue ou qui travaille dans le secteur. Et j'estime nécessaire d'informer nos apprenants, surtout lorsqu'ils m'affirment, en me regardant droit dans les yeux, que le cobalt, c'est naturel. Alors je réponds qu'effectivement, le cobalt a une origine naturelle, mais que de l'oxyde ou du carbonate de cobalt, ça ne se trouve pas tel quel dans la nature. Alors attention, je ne dénigre absolument pas le travail qui est fait dans les industries chimiques. Sans elles, nous n'aurions jamais atteint notre niveau de vie actuel. Je propose simplement d'intégrer dans les formations que nous donnons ces informations cruciales, à savoir simplement comment on obtient nos matières premières, où elles sont extraites, autrement dit, quel trajet elles parcourent aussi depuis l'endroit d'extraction jusqu'à notre atelier. Dans certains cas, on peut aussi se demander qui elles enrichissent, quel âge a la main-d'œuvre qu'on y emploie et quelles sont les conditions de travail de ces personnes, grâce à qui nous achetons nos métaux en poudre chez notre fournisseur. Alors je fais une petite parenthèse quant aux pigments qui méritent également notre attention. Chercher à comprendre leur composition permet par exemple d'éviter d'intégrer du cadmium dans des surfaces qui seront en contact avec des aliments, ou de comprendre pourquoi il faut éviter de broyer certains d'entre eux. Alors, je ferme la parenthèse, mais nous pouvons bien sûr considérer que nous sommes des utilisateurs tout à fait marginaux des métaux. Nous pouvons alternativement considérer que chacun de nous peut contribuer à sa mesure à en diminuer la consommation. Et ici aussi, je pense que nous pouvons devenir influenceurs. En tout cas, j'observe que par le simple fait d'expliquer ces process, cette connaissance aboutit chez beaucoup de céramistes ou d'aspirants céramistes à des choix qui vont vers des matières moins nombreuses, plus locales et moins impactantes au niveau de leur propre santé et au niveau de l'environnement. Ces choix sont d'autant plus faciles lorsqu'ils sont faits en amont, lorsqu'on est en formation, au moment où on cherche ce qui fera la patte distinctive et l'originalité d'une création. Mes étudiants sont de plus en plus nombreux à faire des recherches technologiques dans cette optique, parfois également en monocuisson. Expliquer le choix et les enjeux de la monocuisson est devenu encore plus d'actualité avec l'augmentation du prix de l'énergie suite aux récents événements géopolitiques. Alors les circonstances évoluent, les connaissances également, et nous pouvons choisir d'adapter notre enseignement et le faire évoluer. Pour rappeler à quel point la chimie est une science récente, souvenez-vous que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on pensait que la matière était constituée de 4 éléments. Je cite aussi souvent la date de la première parution du tableau de Mendeleïev, 1869. Ce premier tableau n'a donc que 150 ans et ne ressemblait pas vraiment à celui que nous connaissons actuellement. Il faudra attendre 20 ans de plus pour passer à un tableau qui ressemble davantage à celui que nous connaissons aujourd'hui. Depuis Lavoisier et la découverte des éléments qui constituent la matière, l'évolution des connaissances a été du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. À cet égard, la tranche d'histoire qui débute à la fin du XVIIIe est absolument extraordinaire. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, soyons conscients que l'évolution des connaissances a continué à s'accélérer. Alors ma question est la suivante. Est-ce que nous basons notre enseignement sur des livres parus au XXe siècle? Ou bien est-ce que nous tenons compte des nouvelles connaissances acquises entre, grosso modo, 2000 et maintenant? Par exemple, les études menées ces 15 ou 20 dernières années démontrent que toute une série de chiffres sont à revoir en termes de toxicité. Et les normes sont souvent revues fortement à la baisse pour les métaux lourds.
Cela concerne directement tous ceux d'entre nous qui créent des surfaces qui seront en contact avec des aliments ou qui enseignent comment le faire. On peut considérer ces connaissances comme une catastrophe. On peut aussi se dire que c'est heureux d'avoir toutes ces connaissances, que l'on peut s'adapter et que c'est un substrat pour la créativité. Ici aussi, je suis persuadée que le choix du point de vue que nous allons délivrer fait de nous des influenceurs. En général, mes étudiants arrivent seuls à la conclusion qu'une forme de simplicité volontaire dans l'atelier peut démultiplier la créativité, et ils en sont les talentueux démonstrateurs. De plus, le choix de nos intrants a des conséquences non négligeables sur la gestion des extrants d'un atelier. Nos déchets ne sont pas à confondre avec des déchets ménagers. Moins on fait entrer de polluants et de toxiques dans le stock, moins on aura à se soucier de leur devenir, si bien sûr ils ne sont pas rendus inertes dans les pièces que nous créons. Et nous pouvons également proposer une réflexion quant aux pièces qui méritent de devenir pérennes en passant par la cuisson, et aux pièces qui sont des apprentissages. Les apprentis tourneurs en particulier produisent beaucoup de pièces lors de leur apprentissage, et je vois de nombreux ateliers où toutes ces pièces sont cuites. Or, la plupart finiront dans les déchets inertes. N'est-ce pas du gâchis? Cela demande simplement une prise de conscience. Alors n'oublions pas un extrant collatéral important, à savoir les fumées de combustion. Expliquer leur danger incite nos apprenants à installer le ou les fours qu'ils achèteront ou construiront dans des endroits adéquats et avec une ventilation suffisante. Trop de céramistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, confondent un four céramique avec un four de cuisine, et c'est probablement dû au fait qu'on peut depuis une trentaine d'années acquérir des fours d'assez petite taille munis de programmateurs. On peut même les acheter maintenant dans des catalogues. Mais ce n'est pas de la farine et du sucre que nous faisons cuire dans nos fours, et il s'agit de températures de transformation de la matière, avec dégagement inévitable d'un cocktail de fumée dangereuse. Il suffit de regarder l'état des vieux fours et des métaux alentours ainsi que des vitres qui sont rongés par les attaques acides répétées. Ici également, nous sommes influenceurs. Nous avons un certain pouvoir de changer les comportements vers de meilleures prises de décision lors de l'installation d'un atelier. Le monde de la céramique était encore très secret jusqu'il y a peu. Et je peux le comprendre, lorsque les découvertes étaient purement empiriques, il y avait en plus un enjeu commercial et financier puissant. Dans le monde de la porcelaine, il y avait même des enjeux de prestige et de pouvoir politique. Mais aujourd'hui, nous avons les sciences et les outils qui nous permettent la diffusion et le partage de connaissances. Les livres, bien sûr, mais depuis 20 ans également, l'informatique. Depuis la formule unité d'Hermann Seger, mise au point à la fin du 19e, nous avons développé autre chose qu'une calculette. Aujourd'hui, la connaissance est largement diffusée par des réseaux sociaux ou des tutos, à côté de l'accompagnement d'un mentor. Les modes de transmission changent et cette évolution est accélérée depuis la pandémie. Les sites collaboratifs d'échange de connaissances et les réseaux sociaux sont probablement davantage consultés aujourd'hui que les livres. Et je vois des gens qui se forment quasi exclusivement via un écran et surtout le nombre de personnes qui pratiquent la céramique a littéralement explosé, en parallèle avec un niveau de connaissance scientifique qui est la plupart du temps limité. Je me pose souvent la question, combien d'entre eux font attention à leur alimentation, voire mangent bio, et manipulent du cobalt à main nue. Et combien connaissent la différence entre l'oxyde de cobalt, COO, le monoxyde, et le tétraoxyde de tricobalt, CO3O4. L'un des deux est pourtant encore plus toxique que l'autre. Je pense que l'omerta, aujourd'hui, se situe à un autre niveau. Alors je tiens à préciser que si je plaide pour la propagation de pratiques plus respectueuses de la santé et de l'environnement, je ne cherche en aucun cas à décrier les pratiques ancestrales. Il existe heureusement aujourd'hui encore un certain nombre d'ateliers qui continuent à travailler de façon traditionnelle, avec des fours à flammes construits par le céramiste lui-même ou par une petite équipe. Et ces lieux sont importants, ils sont même essentiels, car lorsqu'ils disparaissent, nous perdons tout un patrimoine culturel et sociologique, des pratiques et des savoir-faire qui nous viennent du XVe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'il s'agit par exemple des cuissons à haute température en Chine et en Corée. Bon, ces unités sont minoritaires, mais il faut reconnaître que nous avons dans ces endroits énormément à apprendre. Cependant, les conditions dans lesquelles la plupart d'entre nous exerçons notre métier n'ont plus grand-chose à voir avec cette réalité pas si lointaine. Combien d'entre nous ont un four qu'ils ont construit eux-mêmes? Combien d'entre nous tournent sur un tour non motorisé?
Combien d'entre nous restent à côté de leur four à flamme durant toute la cuisson? Je pourrais continuer les questions comme ça. En fait, on n'a pas de statistiques. Et je ne sais pas où trouver une estimation précise, d'ailleurs, du nombre d'ateliers par pays. Surtout si on inclut tous les ateliers amateurs. Mais surtout, ma question c'est combien d'entre nous réalisent quelles étaient les conditions de travail dans les usines céramiques il y a à peine quelques dizaines d'années et conditions de travail qui existent encore dans certains pays du monde. Parce qu'il y a une grande dichotomie entre les régions du monde où on continue à l'ancienne et les régions où acheter du matériel dans un catalogue est devenu la norme, mais c'est très récent. Alors moi je vis en Occident, je parle de la réalité que je connais et j'observe que nous nous sommes adaptés à ces normes. Nous avons bien sûr aussi l'énorme confort de pouvoir programmer une cuisson et de pouvoir aller dormir. Et nous calculons nos formules et nos recettes en quelques clics. Alors, cette nouvelle façon de pratiquer la céramique est-elle finalement plus verte ? La consommation de matières minérales que nous transformons et l'utilisation de quantités importantes d'énergie rend le challenge ardu, qu'il s'agisse de pratiques ancestrales ou de pratiques contemporaines. Alors en conclusion, je dirais oui, nous sommes des influenceurs, dans la mesure où nous pouvons contribuer à poser le curseur en termes de choix de matières premières, de type de cuisson, d'installation d'ateliers, de protection au travail et de gestion des extrants. Les céramistes commencent généralement par une pratique d'amateur, bien que d'autres, statistiquement probablement plus nombreux dans cette assemblée, font le choix d'études artistiques avant que l'argile s'impose comme médium. Mais nombreux sont, parmi les céramistes amateurs en tout cas, ceux qui sont motivés par le bien-être, le rythme bienfaisant procuré par le travail de l'argile, quel que soit le mode de façonnage. Alors, je plaide pour que nous devenions tous de plus en plus des influenceurs, pour promouvoir une amélioration sensible des aspects sanitaires dans la gestion d'un atelier céramique et pour améliorer les choix qui ont un impact direct ou indirect sur l'environnement. Céramique verte ou céramique éco-responsable, je vous laisse choisir ce qui convient le mieux à votre sensibilité, avec une demande, influencer dans le bon sens. Merci.